Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Je suis Cécile Desjardins, je suis journaliste, rédactrice en chef adjointe à l'Opinion. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour une très belle séquence, un très beau sujet, dette publique, la fin de l'État-providence. Alors pour en parler à mes côtés, il y a trois professionnels. Patricia Barbizet, vous êtes présidente de l'AFEP, une association qui regroupe les plus grandes entreprises françaises, 2,5 millions d'employés en France et beaucoup plus dans le monde. À vos côtés, Johannes Lindner, vous êtes co-directeur de Hertie School, un think tank spécialiste des questions européennes et un peu la sœur de l'Institut Jacques Delors. À mes côtés, Douglas Rediger, vous êtes Non-Resident Senior Fellow à la Brookings Institution et vous aurez à cette table ronde un œil de banquier et d'américain un petit peu, m'en voulez pas, un peu démocrate. Et bien sûr, notre coordinateur, Patrick Artus, vous êtes conseiller économique chez OSIAM et membre du Cercle des économistes. Patrick, je vous laisse peut-être nous poser les bases de cette table ronde. Oui, bonjour à tous. Nous allons d'abord commencer à regarder la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire l'état des lieux. Et je vais me concentrer plutôt sur la situation européenne, sachant que Doug se concentrera plutôt sur les États-Unis. En Europe, nous avons un vrai problème d'équilibre des finances publiques, parce que d'abord, nous avons plus de 3 points de PIB de déficit public dans l'ensemble de l'Europe. Et puis surtout, nous avons besoin de beaucoup de dépenses publiques supplémentaires. Si nous faisions les dépenses suggérées par le rapport Draghi, nous aurions plus de 2,5 points de PIB de dépenses publiques supplémentaires. Vous savez que ces dépenses du rapport Draghi, qui sont des dépenses de transition énergétique, de transition numérique, de financement des investissements de rupture, sont portées par moitié par le secteur public, par moitié par les entreprises. Si nous regardons la situation des systèmes d'éducation en Europe, et si vous regardez par exemple les différentes enquêtes, PISA, l'OCDE, TIMSS, les systèmes d'éducation en Europe sont dans une situation absolument catastrophique dans beaucoup de pays. Donc nous avons probablement besoin de dépenser plus pour l'éducation. Si nous regardons maintenant les systèmes de santé, tous les pays européens vont vieillir, vont faire beaucoup plus de dépenses, vont être confrontés à beaucoup plus de dépenses de dépendance. Et puis, il s'ajoute maintenant le dossier des dépenses militaires, avec l'engagement des Européens d'augmenter d'1,5 point de PIB leurs dépenses militaires. Donc si vous faites le total des dépenses publiques supplémentaires que nous aurions besoin en Europe de faire, vous êtes probablement très au-delà de 4 ou presque à 5 points de PIB. Et donc il se pose plusieurs problèmes qu'on va examiner pendant cette conférence. Le problème, d'abord, c'est le risque de crise des dettes. Le risque que les États n'arrivent pas à stabiliser leur taux d'endettement public et que ça se finisse en crise. Le second problème, c'est un problème qui est peu abordé, c'est le problème de la concurrence pour l'épargne. Le problème n'est pas que européen. Les Américains, les Japonais, les Chinois font beaucoup de dépenses publiques, ont besoin de faire beaucoup plus de dépenses publiques, et donc il n'y aura probablement pas assez d'épargne pour financer toutes ces dépenses publiques. Donc il y aura une guerre pour attirer davantage d'épargne. Et puis la troisième question, c'est quel est le fait négatif qui est associé à avoir trop de dette publique? Eh bien en fait, si vous regardez, la seule chose négative qui se passe, c'est qu'un excès de dette publique peut entraîner une réduction des investissements privés. Mais si la dette publique supplémentaire n'entraîne pas une réduction des investissements privés, ce n'est pas négatif. Et là, on peut clairement, et je finis ça, opposer les États-Unis à l'Europe. Les États-Unis ont une dette publique qui est très élevée et qui va augmenter beaucoup dans le futur, mais ont aussi des investissements privés très élevés parce qu'ils ont la capacité à attirer beaucoup d'épargne mondiale vers les États-Unis. Et l'Europe, n'ayant pas cette capacité, au contraire, exportant son épargne vers les États-Unis, a une association entre des déficits publics, des dettes publiques élevées et une réduction des investissements privés. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif en Europe. Patricia, je disais, vous étiez la voix des entreprises. Alors, quelle est votre analyse de la situation actuellement? Merci. Alors, je partage le constat de Patrick Artus.
oui, la situation des finances publiques est difficile et oui, il va falloir réagir. Et c'est encore possible, je pense. Alors effectivement, je vous parle du point de vue des grandes entreprises. Celle qui en France s'appelle la FEP, c'est les 117 plus grosses, et ça représente 2,5 millions d'emplois en France, 4,5 millions en Europe et 8,5 millions dans le monde entier. Et elles sont toutes des leaders mondiaux dans leur domaine. Alors on est à un moment charnière, je pense que c'est vraiment maintenant qu'il faut agir, peut-être la dernière chance. Les finances publiques sont un des éléments, mais ça va aussi au-delà. La situation évolue vite, l'environnement change très rapidement sur le plan international, sur le plan concurrentiel aussi, sur le plan environnemental et sur le plan technologique. Donc tous ces défis sont cruciaux et on doit aussi y faire face. Donc on a simultanément un impératif de transition environnementale, un défi numérique, un défi démographique et un effort de défense à conduire. Tous ces enjeux sont collectifs et ils nécessitent de réaligner les intérêts de l'État, ceux des entreprises et ceux des citoyens. Alors il faut investir, il faut innover, il faut travailler aussi pour cela, et en France on ne travaille pas assez, et la France ne peut pas s'exonérer et passer à côté de ces défis. Or, notre situation budgétaire ne répond plus à ces besoins. On a la fiscalité comme les dépenses les plus élevées. Elle est instable. La défiance des ménages et des investisseurs s'installe et c'est un risque de crise supplémentaire. Et donc nous devons redonner de la crédibilité, de la stabilité aux finances publiques. Et on a besoin de cette stabilité pour que des risques puissent être pris. On a besoin de prendre des risques et il faut qu'on puisse les prendre avec une certaine confiance sur ce qui va arriver. On a besoin que les investisseurs et les ménages retrouvent leur confiance aussi et fassent aussi leur part du chemin, et ils ne le feront que s'ils sont rassurés. En plus, c'est possible. Je pense qu'on peut retrouver cette stabilité. Cette stabilisation, elle a déjà été faite ailleurs. 21 des 27 pays de l'UE sont aujourd'hui sous les 3% de déficit public, sans avoir notre taux de prélèvement obligatoire, et sans pour autant que leur modèle social soit radicalement différent du nôtre. On voit que désormais, l'Allemagne pourra utiliser ses marges de manœuvre, et cette mobilisation, cette stabilisation sont évidemment des atouts importants. En France, ça nous est déjà arrivé de réduire les déficits. Ce n'est pas la première fois qu'on y fait face. De 58 à 65, c'était un peu la même situation et ça a été fait et vraiment fait. De 75 à 80 aussi. Alors on sait qu'il faut plusieurs années pour le faire, ça ne se décrète pas et les résultats ne viennent pas au bout de quelques mois. Mais ça n'a pas été, ni dans la première période, ni dans la deuxième, au détriment du modèle social. Donc il nous faut réorganiser à long terme l'action publique. Et pour ça, il faut qu'on s'appuie sur les atouts de notre économie. Et comme de là où je vous parle, comme président de la FEP, je peux vous confirmer que des atouts, on en a des considérables à travers nos entreprises françaises. Johannes, Patricia, vous avez une différence entre la situation de la France et d'autres pays d'Europe. Alors comment est-ce que vous nous décrivez la situation européenne? No, first of all, it's very nice to be here. Bon, je suis ravi d'être ici. Venant de Berlin, je ne suis pas ici pour faire un cours sur la dette aux Français, mais je vais parler à partir de où l'Europe peut jouer un rôle important sur la question de la dette en Europe en général. D'abord, je suis moins pessimiste sur la dette. Je pense que de manière agrégée, la situation dans l'Union européenne est meilleure qu'aux États-Unis. Mais il y a 3 mais. D'abord, l'agrégat, c'est l'agrégat, bon d'accord, mais il faut qu'on le répartisse en différents groupes. Et il y a 3 groupes différents. Un, c'est les pays qui sont en deçà de 60%, un groupe qui sont entre 60 et 90% de dette, un groupe de pays qui se situe au-dessus de 90%. La France, la Grèce, l'Espagne en font partie. Et évidemment, le problème concerne plus ce groupe de pays que ceux qui sont en deçà de 60%. Le deuxième point, c'est que nous sommes confrontés, je suis tout à fait d'accord avec les points qui ont été soulevés, nous sommes confrontés à des besoins d'investissement et de dépenses additionnelles.
Et je pense que le rapport de Mario Draghi est très clair sur les chiffres dont on a parlé, 4 à 5 % de plus d'investissement par rapport au PIB annuellement pour la transition écologique, pour la transition numérique et pour la défense. Alors, j'ai participé à un sommet de l'OTAN où on s'est engagé à aider encore plus de dépenser. Le problème, c'est que ces pays qui sont engagés à investir plus sont en fait dans le troisième groupe, celui qui est le plus endetté. Et ça rend... c'est un engagement donc qui est un peu olé olé, quoi. Et, bon, la troisième partie, c'est qu'on n'utilise pas l'Union européenne de façon optimale. Je voudrais parler de deux aspects ici. Les règles fiscales, d'abord. On vient de réformer les règles fiscales et nous avons utilisé ces règles fiscales pour la première fois. Nous avons mis en œuvre, mais on a vu qu'il faut encore faire des ajustements. Pas en les réformant, mais en utilisant la flexibilité, la souplesse dans l'application de ces règles. Donc, on a activé les clauses échappatoires pour la défense. On a la question qui a été mentionnée que l'Allemagne dépense aujourd'hui et réformer ses règles fiscales domestiques et va dépenser de plus en plus dans l'infrastructure de la défense. Et la décision de Berlin d'augmenter ses dépenses va en contradiction avec les règles fiscales. Et la Commission a dit, bon, d'une manière, ils vont trouver une façon, on va trouver une façon d'accommoder l'Allemagne. Et c'est un signe. On essaie justement de jouer avec les règles. On joue avec les règles et ça affecte la crédibilité. La crédibilité des règles fiscales, il ne faut pas sous-estimer, surtout en France, parce que s'il n'y a pas les règles fiscales, bien, on a le problème avec les systèmes financiers. Et on n'a plus les règles pour nous protéger. Parce que, bon, on subit les colères du système financier. Mais un autre point très important, c'est le rôle du budget européen. Je pense qu'il y a beaucoup de gains en termes d'efficacité en agréguant nos dépenses, en dépensant, en regroupant nos moyens. On a 78 types différents d'armements en comparaison avec 36 aux États-Unis. On augmente de 5 % nos dépenses et on déverse tout cet argent dans toutes ces entreprises, ces industries, et on n'optimise pas justement l'utilisation de l'argent. Et c'est là que l'Europe peut jouer son rôle. Mais il y a aussi un élément... bon, je ne suis pas vraiment optimiste sur la direction qu'on a choisie. Vous savez, le budget, par exemple, qu'on a utilisé pendant la pandémie, c'était en dessous de 3 %. Et je pense que ce serait une bonne voie, un bon exemple, surtout si on met tout en commun, avec l'idée de créer des actifs communs. Mais malheureusement, je ne suis pas très optimiste sur le fait qu'on prenne cette route rapidement. Je me tourne vers l'américain, c'est ce que je disais. Je suis désolée de ce rôle que je vous donne un peu cliché, mais quelle est la situation aujourd'hui aux États-Unis? Et puis quand Johannes dit qu'on peut changer les règles, sorry. You just introduced me and asked me a question in French. I did not have my headset on. I apologize. The question is, take it. C'est quel est votre point de vue de la situation aux États-Unis? Et j'avais envie de vous faire rebondir. Johannes disait qu'on avait tendance à changer un peu les règles en Europe en ce moment. Ça se voit aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Alors comment ça se passe quand on change les règles? Thank you. Merci. Désolé de ne pas avoir mis mon casque. J'aimerais répondre dans le contexte en commençant par deux observations. La première, la dette publique aux États-Unis, aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'il semble que les États-Unis vont augmenter leur déficit de 4 à 5 billions de dollars. Alors, bon, quand je parle de cette somme, la façon la plus utile de penser à ça, c'est chaque billion de dollars ou d'euros, par exemple, représente 1000 milliards de dollars ou d'euros. Ça vous donne une idée de l'échelle de ce dont on parle. Et globalement, en 2007,
la dette publique globale était de 35-40% par rapport au PIB. Et 20 ans plus tard, c'est plus de 100% par rapport au PIB. Donc, c'est vraiment frappant. Bon, on voit que le monde est addictif, est complètement drogué à la dette. Donc, alors, les prêteurs, les banques, les marchés de capitaux, les investisseurs privés, l'épargne, par exemple, dont on a fait référence, ben, ils posaient des questions aux pays qui empruntaient. Ils leur disaient, est-ce que vous allez être en mesure de rembourser? Et après, maintenant, ils ont commencé à payer, est-ce que vous êtes en mesure de refinancer? Puis ensuite, ils ont tout simplement arrêté de poser des questions. C'est là où on est aujourd'hui. Les pays auxquels on prête ne demandent plus qu'est-ce qui va arriver. Alors que dans le contexte de cette dette qui explose, ou qu'on parle de ceux qui nous apportent les capitaux, eh bien, les gens vont commencer à poser des questions. Ça m'amène aux États-Unis où aujourd'hui, il semblerait que les États-Unis vont passer cette loi, une grosse loi magnifique, qui est un budget décennal pour les États-Unis, qui va augmenter le déficit budgétaire des États-Unis de 3,3 billions ou 1000 milliards de dollars. Donc, 3 000 milliards. Et ça, c'est la réalité. Et voilà où on arrive à la baguette magique dont Patricia parle. On n'a pas de baguette magique, mais il semblerait qu'on en ait une. Parce qu'aux États-Unis, ils ont utilisé un truc de magie. Ils utilisent une provision obscure qui leur permet d'ignorer 4 000 milliards de dollars de dette et transformer ça en 500 milliards finalement de réduction budgétaire. Alors c'est du papier comptable, hein, c'est par des... Mais ce qui est important, c'est que tout le monde le sait. Ce n'est pas quelque chose qui est caché sous le tapis. C'est quelque chose qui est connu publiquement. Mais ceux qui fournissent les capitaux et qui approvisionnent cette dette publique, eh bien, ils le savent et on utilise une phrase aux États-Unis qui veut dire que les fournisseurs de la dette publique contraignent les gouvernements d'agir de façon responsable. Ils peuvent décider de se coucher et permettre à tout un chacun de s'en sortir, malgré que la dette explose, que la dette publique explose. Et dans le contexte américain, le problème, c'est qu'on peut en faire un cas que la dette publique explose par les emprunts et tout ça, mais qu'on compense par un bon système de santé, on fait un choix. Mais le budget actuellement coupe les bénéfices pour la plupart des gens qui en ont besoin, alors qu'on augmente la dette. On augmente les déficits pour payer pour les réductions d'impôts. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu durable. Ma question, c'est quand est-ce que les marchés publics et les fournisseurs de capitaux vont réagir, vont se réveiller? On attaque de front les solutions possibles dans cette équation impossible. Patricia, c'est pas compliqué, il suffit d'augmenter les impôts, non? Non. Pas du tout, justement. Non, je pense que d'abord, il y a des solutions. C'est un enjeu considérable et ce sera long. Donc, il ne faut pas sous-estimer le nombre d'années quand même qu'il faut pour changer le système. En revanche, ce qui est urgent, c'est de commencer tout de suite et de commencer vraiment. Et commencer vraiment, ça veut dire rétablir un univers de confiance et un climat de confiance pour toutes ces entreprises, parce que c'est elles qui investiront que si elles ont le sentiment qu'elles peuvent le faire pour de longues durées et qu'elles pourront trouver des conditions stables pour pouvoir le faire. Il faut aussi qu'il y ait un cadrage simple et lisible, qu'on ne change pas les règles toutes les 10 minutes et qu'on n'en invente pas d'autres. Il faut stabiliser les finances publiques et il faut libérer l'activité. Là encore, ça a déjà été fait, et chaque fois ça a été fait, y compris en 2017, ça a bien marché, il y a eu des actions qui ont été faites. Donc, clairement, il faut cesser d'augmenter les impôts et il faut plafonner les dépenses, s'il y avait une remarque à faire ça. Et il faut surtout, et c'est mon dernier point sur le court terme, il faut éviter les fausses solutions. Si on fait des hausses d'impôts maintenant, on prend tout maintenant et on pollue la suite.
on obère la suite du propos. Et à la fin, ça ne marche plus parce que vous n'avez plus ni croissance, ni investissement, et vous n'êtes pas tellement plus avancé. Il faut aussi travailler plus, en démarrant maintenant, et produire plus. On travaille moins que nos voisins, et on produit moins que nos voisins. Et il n'y a pas de raison de le faire. Donc pour ça, il faut libérer l'activité, il faut encourager, maintenir les réformes de l'apprentissage, il faut poursuivre cette réforme des retraites, absolument. Il faut soutenir la recherche. C'est très important. Si les entreprises n'ont pas leur centre de recherche en France, elles n'investiront pas parce qu'elles ne feront pas les usines ni les centres de production derrière. Il faut envoyer des signaux clairs aux entreprises. C'est maintenant, en France et pour longtemps, qu'il faut produire et qu'il faut innover. Et en plus, le dernier point, mais il est majeur et il a déjà été dit, c'est enfin mettre en œuvre vraiment les magnifiques rapports qui ont été faits depuis un an, le rapport Letta, le rapport Noyer, le rapport Draghi. À la fois, il y a tout le mode d'emploi de ce dans quoi on doit investir et tout le mode d'emploi de où on retrouve l'argent pour le faire. Johannes, je vous ai vu réagir tout à l'heure. Je vous ai vu un chouïa trop tard. Vous vouliez réagir après Doug, je crois. Et puis, je vous vois approuver sur la mise en œuvre des rapports. Alors, quelles sont vos solutions à court terme? I fully agree with what you said. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous s'agissant de la mise en œuvre du rapport Draghi et du rapport Nicoletta. Et Nicoletta sera là demain, il parlera de son rapport. Alors, ce qui est important ici, c'est d'élargir la base. Il faut donner une plus grande part du gâteau en augmentant les opportunités de croissance, en mobilisant le capital privé afin de répondre aux besoins. Si on n'a pas suffisamment d'argent public, il faut mobiliser l'argent privé. Et je pense que l'Europe, ce n'est pas la solution exclusive, mais l'Europe peut faire partie de la solution. C'est un petit peu frappant si vous regardez un petit peu la façon dont on voit les coûts de ne pas faire l'Europe. Et le FMI, d'ailleurs, nous dit dans ses rapports que l'équivalent de nos barrières, c'est similaire à une barrière douanière de 35%. Et si on enlève cette fragmentation entre nous, ce serait bien. Et la France exporte vers ses voisins à hauteur de soit à 60-65%. S'agissant du marché unique, les marchés des capitaux et la possibilité de financer les investissements, il faudrait un marché unique pour le capital. C'est ce qu'on pourrait appeler l'union économique et de l'épargne. L'objectif vise à mobiliser le capital, comme je l'ai déjà dit, mais il s'agit aussi de cibler quelque chose que nous avons en Europe, quelque chose que nous devons aborder. Nous économisons énormément, 50% en Europe, 5% aux États-Unis, mais en fait, nous mettons notre argent dans des comptes de dépôt qui ne donnent pas beaucoup de rendement. Et je pense qu'il faudrait mobiliser ces épargnes à destination de l'investissement. Donc, il faut investir et il faut utiliser l'épargne. Et comment peut-on se libérer des obstacles qui nous empêchent de commercer mieux? Et comment on peut utiliser au mieux l'épargne afin d'avoir de meilleurs rendements? S'agissant du titre, la fin de l'État-providence. Alors, si on doit établir un lien, je pense qu'il y a un certain lien avec la réforme de l'État et avec l'union économique et de l'épargne. Alors, peut-être que cela ne va pas vous plaire, et je pense que ça ne va pas plaire non plus aux Allemands, mais si on regarde un petit peu ce que fait la Suède, le Danemark, si on regarde ce qu'ont fait les Pays-Bas, ils ont réformé la réforme des retraites. Ils ont mis en place des fonds de pension. Ils ont créé un acteur qui investit dans des jeunes pousses, dans des start-up et ont pu résoudre un problème, c'est-à-dire la viabilité de la réforme des retraites. Il y a quand même des pays qui ont réussi et ça y est, on sait que c'est la Suède. Hein. Oui, alors je crois qu'il faut éviter de centrer le débat sur une comparaison Europe-États-Unis.
Parce qu'effectivement, les États-Unis ont une économie beaucoup plus dynamique, ils investissent beaucoup plus en recherche-développement dans les entreprises, ils ont un secteur technologique de beaucoup plus grande taille. Mais la contrepartie, c'est une protection sociale très faible, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'inégalités, et ces contreparties ne sont pas acceptables en Europe. Et donc je crois qu'il est utile de chercher des pays en Europe qui à la fois ont des économies très dynamiques et qui ont gardé une protection sociale de qualité, un système éducatif de qualité. Et effectivement, Johannes l'a dit, il faut regarder la Finlande, essentiellement pour la qualité du système éducatif. La Finlande est le seul pays européen qui, d'après les enquêtes PISA, est au niveau des pays d'Asie. Hein, et on sait ce qu'ils ont fait. Hein, ils ont des techniques collectives d'apprentissage. Il n'y a plus de cours magistraux. On mélange les enfants de tous les niveaux, les enfants plus avancés, les enfants plus en difficulté, et ça marche. Il faut regarder les Pays-Bas pour le système de retraite qui est énorme, hein, qui a un encours qui est d'une année et demie du PIB des Pays-Bas, et qui leur permet d'investir dans des nouvelles entreprises, dans le développement. Et il faut regarder, je crois, beaucoup la Suède. La Suède, à la fin des années 90, alors poussée par une énorme crise financière, a fait beaucoup de réformes qui ont été collectivement acceptées, à la fois par les sociodémocrates, par les conservateurs. Il y a eu une très grande majorité de Suédois pour accepter ces réformes. C'est une réforme, d'abord, ces réformes ont créé un système de retraite, mais ça, ça a été fait dans d'autres pays nordiques, mais surtout, ces réformes ont complètement changé la structure de l'État. L'État suédois est organisé en agences, qui ont en charge spécifiquement une des fonctions de l'État et qui ne travaillent que des salariés ayant des statuts privés. Il y a très très peu de fonctionnaires en Suède et qui sont évalués très très régulièrement. Et ça a permis à la Suède, en quelques années, en 6-7 ans, au moment de la mise en place de ce système, de faire baisser le poids des dépenses publiques dans le PIB de 20 points. Alors, je dirais comme un caveat après, et sans aucune, au contraire, avec une amélioration de la qualité du secteur public, dans l'éducation, dans l'environnement, dans tous les aspects de secteur public. Alors, quand même, le point de réserve, c'est que les Suédois ont aussi privatisé des fonctions non essentielles des États. Donc quand on fait la balance entre ce qui a été remis à la charge des Suédois et les vraies économies budgétaires qui découlent d'une meilleure organisation de l'État, on a quand même 10 points de PIB de baisse des dépenses publiques sans aucune, corrigée du champ d'activité de l'État et sans aucune détérioration du secteur public. Et en plus, ces pays nordiques, le Danemark, la Finlande, ont deux choses en commun. Un niveau de recherche-développement extrêmement élevé, des très très belles entreprises. Ces petits pays ont des entreprises mondiales. Et puis aussi, un élément essentiel de ce modèle, c'est qu'ils ont arrêté de protéger l'emploi, alors qu'en France, ou même en Allemagne, en Italie, en Espagne, la protection de l'emploi est un tabou. Et ils ont commencé à protéger les personnes. Et donc, par exemple, au Danemark, quand vous perdez votre emploi, vous retrouvez un emploi nouveau en moins de 4 mois, un emploi nouveau qui est mieux payé, qui est dans un secteur plus dynamique de l'économie. Vous avez une indemnisation du chômage qui est de plus de 90% et vous êtes pris en main par le système de formation et de renouvellement de vos connaissances. Donc le passage aussi d'une protection de l'emploi qui fige les structures économiques dans un pays qui a une très forte protection de l'emploi, il y a très peu de mobilité intersectorielle, il n'y a pas de schumpeterien, si vous voulez. Et ce passage est extraordinairement positif pour les pays qui l'ont expérimenté. Doug Patrick l'a rappelé, on ne va pas comparer et en tout cas pas considérer que les solutions américaines ou françaises peuvent s'appliquer, mais si on sort justement, est-ce qu'il y a deux solutions qui vous paraissent pertinentes pour résoudre cette équation que je disais impossible tout à l'heure? Alors, je voudrais me faire l'écho de ce qui a été dit sur cette union économique et de l'épargne. J'étais banquier il y a 20 ans en Europe et c'était au début des années 2000.
et nous sommes en 2025 et nous ne sommes pas proches de cette union d'épargne et union économique et financière. Alors je suis tout à fait d'accord, mais je suis sceptique parce qu'après 20 ans, les promesses ont été faites, mais ces promesses n'ont pas porté de fruits. Moi, je vais me concentrer sur les États-Unis parce que les solutions sont évidentes. Elles sont très faciles à mettre en œuvre, mais les États-Unis ont un problème. 49% de son budget obligatoire qui est affecté à la sécurité sociale, à la défense et à Medicare. Ce sont des dépenses budgétaires obligatoires. 80% de ces dépenses sont affectées vers ces programmes. Et si on les enlevait de l'équation, alors vous ne pouvez pas résoudre la trajectoire insoutenable des États-Unis. Il y a des réformes sur les droits sociaux et je pense que c'est une composante nécessaire. Ce n'est pas une question de stimuler le secteur privé. Moi, je crois en tout cela, mais il faut comprendre aux États-Unis que ces programmes ont été créés. Pourquoi? Parce qu'on pensait que les gens n'auraient pas suffisamment d'argent. Et c'est vrai que cela dure 20 ans, depuis 30 ans. Et je dirais que les États-Unis sont une trajectoire insoutenable, quelles que soient les mesures qu'ils vont prendre. Non, mais sur la façon dont on peut changer les choses et ce qu'on peut faire vraiment, je pense qu'il y a eu des tas de débats sémantiques sur le mot réforme, pas réforme, correction, etc. On n'a qu'à dire qu'il faut moderniser le système. Il faut moderniser la puissance publique, il faut moderniser notre rapport au travail et il faut moderniser notre économie. Et si on part comme ça avec un point, je pense qu'on peut y arriver et on a des bons atouts. Sur la puissance publique, il faut urgemment la moderniser. La productivité du secteur public n'est pas fascinante. Il faut se servir du numérique. Il faut conclure des partenariats publics-privés en plus grand nombre. Et il faut que l'État se recentre sur ce qu'il sait faire et qu'il doit faire, mais pas sur tout ce qu'il pourrait faire. Et donc je pense que ce n'est pas l'État qui doit tout résoudre, c'est que chacun doit se faire. Et donc mieux articuler cette raison publique et privée. Et puis il faut aussi moderniser notre économie et moderniser notre modèle social. Il faut moderniser et travailler plus, ça veut dire en réalité. Et je crois que tout le monde y est prêt, tout le monde le sait, il faut travailler plus. Et donc on travaille plutôt moins que nos voisins. Et il faut encourager le travail, encourager l'apprentissage, encourager l'éducation, encourager la fierté des gens au travail et valoriser ça. Et cesser d'opposer, si tant est que ce soit fait de temps en temps, le travail et l'économie. Ce n'est pas l'un ou l'autre. On ne politise pas la question du travail, il faut simplement faire les deux et le faire bien. Donc avec ces modèles-là, un peu comme mantra, on devrait pouvoir y arriver avec des mesures qui sont pratiques et qui avancent. Il y a tous les atouts pour le faire. Alors, si on veut donner un peu de temps pour les questions de la salle, je voulais vous demander de regarder à plus long terme, mais je vais vous demander en 1 minute chacun, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Comment vous voyez la situation à moyen terme? Patrick, Patricia? Moi, je suis optimiste et réaliste à condition qu'on vraiment on le fasse. C'est-à-dire qu'il faut ne pas trop parler du débat, mais le faire, et le faire un peu dans le côté positif, allant. Les Français savent le faire. On a montré dans tous les grands projets qu'on était capable de faire des grands projets et de les réussir très très bien. Et il faut appliquer un peu cette philosophie-là et décider vraiment de le faire et d'avancer sans débattre trop longtemps de d'où on part et comment on n'est pas d'accord sur le point d'où on part, mais pour se dire comment on y va et on y va vraiment. Et franchement, je pense que tout le monde y est prêt si on le prend de manière, par l'efficacité et la croissance et le dynamisme et l'éducation. Toutes les grandes questions sont des questions qui sont reprises là-dedans et auxquelles les Français sont très attachés. Patrick, à long terme, optimiste, pessimiste? Je suis affreusement pessimiste. Parce que je crois que, Yannès a raison, l'Europe n'arrivera pas à se moderniser si elle ne garde pas son épargne et si elle n'arrête pas d'envoyer 400 milliards d'euros par an aux États-Unis pour moderniser l'économie américaine.
Mais faire l'union des marchés de capitaux, comme on dit maintenant l'union pour l'épargne et l'investissement, c'est qu'un tout petit élément du problème. Le problème majeur, c'est qu'investir aux États-Unis, ça rapporte plus qu'investir en Europe. Donc, premier point. Deuxième point, on a un vrai problème de point de départ avec le système éducatif. Dans tous les pays européens, maintenant, les systèmes éducatifs, dans les 4 grands pays européens, les systèmes éducatifs sont dans une situation d'extrême faiblesse, avec des problèmes psychologiques pour les enfants, des problèmes de la nature des enseignements, des problèmes de faible rémunération des professeurs. Et donc, changer ça met beaucoup d'années. Et troisième point de pessimisme, il n'y a aucun consensus politique, alors peut-être que je suis biaisé sur la situation française, mais il n'y a aucun consensus politique pour faire une réforme à la suédoise, par exemple, ce qui serait effectivement extrêmement pertinent. Mais à nouveau, en Suède, cette réforme a été mûrie pendant des années, discutée avec les partenaires sociaux, avec les partis politiques. On a convaincu tous les partis politiques et la très grande majorité des partenaires sociaux que c'était des réformes efficaces, et elles ont été mises en place. En France, je ne vois pas qu'on puisse dégager un consensus autour d'une réforme profonde de l'État. Et tant que l'État ne se réforme pas, on n'arrivera pas à dégager les surplus qu'il faudrait pour investir dans les activités du futur. Doug, pessimiste, optimiste? A little of both. Un peu des deux. Je suis optimiste que la technologie et l'IA vont effectivement contribuer énormément aux gains de productivité, et ces gains de productivité vont être un stimuli pour l'économie. Mais là où je suis pessimiste, c'est que les États arrivent à éviter d'utiliser la baguette magique. Donc, l'optimisme dont j'ai parlé sur les gains de productivité dans le domaine de la technologie me rend plus pessimiste que les gouvernements sentent la pression qui devrait s'exercer sur eux. Parce qu'ils vont se projeter dans ce rêve, finalement, et ils vont projeter la croissance qui est stimulée artificiellement, augmentée et basée sur une genre de bulle de l'intelligence artificielle qui va soudainement créer la croissance et tout ça. Il y a des conseillers économiques qui prévoient que les États-Unis vont chuter de 3% de leur dette par rapport au PIB. Et il faudrait que les États-Unis aient une croissance de 10% dans les 3 prochains mois. C'est absolument pas réaliste. C'est n'importe quoi. Donc, si l'Europe s'engage, que les membres de l'OTAN sont engagés à 5% de dépenses additionnelles pour l'OTAN, par exemple, et c'était évidemment nécessaire dans le contexte actuel, mais je ne comprends pas comment, à moins qu'il y ait des astuces comptabilité, comment ils vont trouver cet argent sans faire des compromis ailleurs. Donc, je suis pessimiste. Je crois que la réalité ne sera pas prise à bras-le-corps par les politiques. Optimistic for 3 reasons. One is, I think, let's put it first. D'abord, je pense que la plupart des choses qu'on a discutées ont une dimension nationale, ce sont des choix nationaux. Je ne dis pas que le contrat social national, que l'Europe est la solution à tout dans ce contexte, mais nous sommes dans une situation où on ne peut pas se payer le luxe de ne pas faire l'Europe. Là-dessus, je suis plus optimiste. Je pense d'abord qu'on a l'autonomie en Europe. On voit aujourd'hui ce qu'est l'alternative, quelles sont les valeurs qui nous unissent et quelles sont les autres. Et je pense que ça peut être une force qui nous unit. En deuxième lieu, je pense, si on regarde les enquêtes, les populations veulent des solutions, des capacités d'apporter des solutions. Et que ça ne s'articule pas. Les politiques disent « moi je ne peux pas, je n'arrive pas ». Mais en fait, ils sont encouragés là, à aller de l'avant. Et le troisième point, c'est que venant de Berlin, j'ai le sentiment que le gouvernement, au moins en Allemagne, ils veulent essayer. Et l'Allemagne veut prendre un rôle de leadership, mais ça ne marchera que s'ils subissent une pression des autres États membres et des constituants allemands qui répondent aux aspirations du public.
Est-ce qu'il y a des questions? Il y a plein de questions. Normalement, il faut des micros. Et on m'avait promis qu'il y a... Voilà, alors... hop. Il y a une première question là au 3e rang. Je vois aussi qu'il y en a au fond. Hop, on peut se donner quelques instants, monsieur. Bonjour, moi j'ai une question en fait qui consiste en fait sur le financement de l'État-providence. Et je voulais avoir votre avis sur la proposition d'Antoine Fouché, qui était directeur de cabinet de Muriel Pénicaud quand il était ministre du Travail, qui consiste à dire qu'en fait la protection sociale pèse beaucoup trop sur le travail, et il propose qu'il y ait 100 milliards de cotisations qui soient transférées vers la TVA sociale, ce qui ferait participer les pays importateurs au financement de notre modèle social. Est-ce que cette proposition pourrait vraiment atteindre les deux effets recherchés, c'est-à-dire le premier, améliorer la compétitivité des entreprises parce qu'il y aura une baisse des cotisations, ce qui permettrait une sorte de dévaluation déguisée, et est-ce que ça permettrait vraiment d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés puisqu'il y aura une distribution de ces baisses de charges sociales vers les salariés, ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Qui se dévoile, Patrick? C'est vous l'expert. Oui, on connaît bien les propositions d'Antoine Fouché. Il y a deux possibilités. Si vous, c'est vrai que on parle de la France. Hein. La France a un poids très exagéré du financement de sa protection sociale à partir de cotisations sur les salaires. Le cas complètement diamétralement opposé en Europe, c'est le Danemark, où il n'y a pas de cotisation sociale. Hein. Donc tout est financé par les impôts directs. Et donc la proposition d'Antoine Fouché, c'est plutôt de baisser le taux de cotisation sociale des salariés et de le remplacer par de la TVA ou par un impôt à base beaucoup plus large. Donc c'est un objet d'augmenter le pouvoir d'achat et l'incitation à travailler. Alors vous pouvez avoir l'autre proposition, qui est la proposition du MEDEF, qui est de baisser le taux de cotisation sociale des entreprises et de financer ça par un impôt à base large. Alors à ce moment-là, vous améliorez la profitabilité, l'incitation à investir, etc. Moi, je suis extrêmement favorable parce que je pense que, en particulier, il y a des dépenses sociales, par exemple les dépenses familiales, qui bénéficient à tous et qui sont financées uniquement à partir de cotisations sur les salaires, ce qui est complètement déraisonnable. Il y a une question là au 4e rang, puis j'ai pitié de vous, monsieur, vous êtes le seul au soleil. Hein. Robert Jacogna, chef d'entreprise. Ne pensez-vous pas que le chiffre clé de notre pays, c'est la part des Français qui vivent directement et indirectement de l'État? Johannes, non. Personne ne la veut, celle-là. Hein. Ceux qui vivent du côté des entreprises. Je pense qu'il faut baisser le coût du travail, augmenter la compétitivité de tout le monde et financer la protection sociale par un certain nombre de croissances, et que c'est ça qui fera le bien. Nous avons 55 à 56% des Français qui vivent directement ou indirectement de l'État. Nous avons une opinion de chef d'entreprise. Mais comment des chefs d'entreprise peuvent-ils interférer sur une dette publique qui leur échappe finalement? En plaidant pour la baisse du coût du travail et la compétitivité et le plus d'activité. Monsieur Artus, est-ce que je vais peut-être prendre une autre question plutôt que de lancer un. La comparaison était dans des pays anglo-saxons et de la Suède. Mais nous ne sommes pas des pays anglo-saxons. Mais une très grande différence. La retraite par capitalisation. Non, une très grande différence, c'est le taux d'emploi. On n'a pas beaucoup parlé du taux d'emploi. Le taux d'emploi en Allemagne, par exemple, est 10 points supérieur au taux d'emploi en France. Quand on dit que la France produit peu, ce n'est pas une question de durée du travail pour ceux qui ont un emploi. C'est une question de proportion de la population qui a un emploi. Hein, et c'est le taux d'emploi qui est en cause. Et donc la meilleure façon de rééquilibrer les systèmes de protection sociale, c'est d'accroître le taux d'emploi. Si on avait le taux d'emploi des Allemands, on aurait une pression fiscale à peu près égale à la pression fiscale de l'Allemagne. Donc quand on dit que les impôts en France sont trop lourds, en réalité, ils sont trop lourds par rapport à des recettes fiscales qui sont anormalement basses. Si on avait des recettes fiscales avec un taux d'emploi plus élevé, on n'aurait pas une anomalie de la pression fiscale en France. Monsieur au milieu. Bonjour madame, je vous remercie. Je m'appelle John Barrier et je voulais vous poser la question suivante.
Pensez-vous que l'adoption d'un cadre pluriannuel financier comme on l'a pour l'Union européenne pourrait permettre à la France, à d'autres pays, d'avoir une meilleure gestion de leurs ressources et d'avoir une meilleure analyse des coûts et de leur action publique? Oui. Non, mais je pense qu'effectivement, un peu de planification et de ne pas faire des changements trop souvent à la fois dans les recettes et dans les dépenses, on gagnerait tous à avoir une certaine stabilité, savoir comment on va pouvoir travailler, connaître les coûts des choses et investir, et c'est ça qui renforcera le modèle. Donc c'est une des composantes, c'est pas la seule, mais oui, ça contribuera. Johannes? No, it's a good point. There is an irony to that. C'est un bon point. Bon. De façon ironique, mais je me permets de faire soulever ce point, c'est vrai qu'en Europe, on a ce cadre pluriannuel. Et on est passé de 5 à 7 ans. Mais en Europe, en fait, on est allé trop loin. On a un cadre rigide sur les dépenses et qui enlève beaucoup de flexibilité. Ça nous aide parce que on a ces bagarres budgétaires tous les 7 ans, donc on réduit l'aspect conflictuel, mais en particulier, on n'est pas agile en contrepartie. Alors on perd de l'agilité. Et pour les nouvelles négociations, il faut vraiment qu'on réfléchisse à la réduction de cette période, mais au moins augmenter la flexibilité, la souplesse. Parce qu'on a vu que l'Europe a perdu cette agilité à réagir aux crises. On a été chanceux que la pandémie arrive au moment où on renégociait les budgets. Donc, mais il faut qu'on ait un MFF qui soit plus flexible, mais on vient vraiment d'un passé très rigide. Et la réponse aussi, Madame. Oui, bonjour. En fait, je voulais un petit peu renvoyer face à face, mais très gentiment, Madame Barbizet et Monsieur Artus sur la durée du travail. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Madame Barbizet. Il faut allonger la durée du travail. J'ai 55 ans, je suis prête à travailler autant que je peux. Sauf que les entreprises, à partir d'un certain âge, licencient les cadres parce qu'ils sont trop vieux et ils coûtent trop cher. Alors j'étais tout à fait d'accord avec vous, Madame, c'est de dire il ne faut pas que l'État s'occupe de ce qu'il ne sait pas s'occuper. Oui, mais à part le CDD senior, on n'a rien. Et je renvoie un peu M. Artus quand il disait c'est le taux d'emploi qui compte, c'est pas les salariés qui ont un emploi. Et si, pour moi, c'est les salariés qui ont un emploi, parce que c'est de durer dans l'emploi, c'est de travailler le plus longtemps possible. Or, on ne nous laisse pas le faire. Là, moi, j'avoue que je vois pas trop. Patricia d'abord, peut-être. Ouais. Il y a un grand mouvement, en tout cas dans les grandes entreprises, pour prendre en compte cette question et favoriser l'emploi des seniors. Toutes les grandes entreprises ont développé des plans d'accompagnement, de remobilité, d'aménagement des circuits. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où tout le monde se disait le plus vite possible et ensuite je pars et je vis du reste. Et maintenant, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et un vrai effort qu'on travaille moins d'heures dans la semaine, moins de semaines dans l'année et moins d'années en tout dans une vie. Et donc ça, je crois que cette prise de conscience, elle commence à être absolument réelle. Et en tout cas, au niveau des grandes entreprises, un grand nombre de mesures sont proposées pour accompagner ce mouvement. Patrick, très rapidement, j'ai pas l'impression que vous étiez en opposition. Non. Si on regarde le taux d'emploi en France, il est plus bas que dans les autres pays européens. 1, pour les jeunes. Alors ça, c'est les problèmes du système éducatif. 2, pour les peu qualifiés. Et donc ça, c'est le problème du système de formation professionnelle qui s'adresse plutôt aux salariés qualifiés qu'aux salariés peu qualifiés, et 3 pour les plus de 60 ans. Et ça, c'est le système de la difficulté de garder un emploi. C'est pas tellement un problème seulement de l'âge légal de la retraite, c'est un problème de l'âge effectif où on est poussé en dehors de son emploi. Et vous savez que dans les entreprises, il n'y a pratiquement pas de formation professionnelle pour les plus de 50 ans. Et donc, il faut vraiment réfléchir à changer les modalités d'accès à la formation professionnelle. Je vais vous proposer de conclure parce que sinon on va être poussé en dehors de cette scène, nous aussi. En guise de conclusion, si je vous propose soit une action, soit un vœu une action à mettre en place tout de suite, un vœu qui permettrait d'arranger la situation en 30 secondes chacun. Doug, qu'est-ce que vous nous donneriez? Wisdom. Bon, le souhait, c'est que l'Europe dépasse son aversion au FMI. L'Europe
devrait avoir une dette commune de 2 000 milliards. Je pense que si l'Europe arrivait à consolider sa dette ensemble, ce serait bien. Mon action, c'est que tout enfant, vraiment, tous les enfants devraient connaître le rapport Draghi de façon à ce que quand ils grandiront, ils sauront pourquoi ils en sont là où ils sont. Johannes, mandatory. je suis d'accord avec ce que Doug a dit, la lecture du rapport Draghi, très importante. Et moi, je suis du centre Jacques Delors à Berlin et mon espoir en relation avec Jacques Delors, c'est que le 100e anniversaire de Jacques Delors est le 20 juillet, dans moins de 3 semaines, et j'espérais que les politiques ce jour-là réfléchissent au courage que lui et sa génération de politiciens ont eu à l'époque, parce qu'ils ont dépassé la sclérose européenne, ils ont créé l'union que nous avons aujourd'hui, dont nous avons hérité aujourd'hui. Patricia. Ce qu'on a dit qu'on ferait. C'est-à-dire qu'on a pris conscience de tous les éléments, on connaît la situation, maintenant il faut vraiment qu'on le fasse, et mon vœu ce serait qu'on le mette en œuvre et que ça marche, parce que ça marchera si on le fait. Avec la même détermination que celle qui avait été portée par les Français et par les Européens dans les moments difficiles qu'on citait tout à l'heure, où les plans ont été menés, soit avec Jean Monnet, soit avec Raymond Barre, soit d'autres. Donc on a le constat, cessons de parler, agissons, et on a vu dans toutes les circonstances françaises, et je suis sûre que c'est vrai pour l'Europe, dans tous les moments difficiles, ça a été vrai pour le Covid et pour bien d'autres choses, les gens sont vraiment capables de se prendre en main et de vraiment d'agir pour le positif. Les horizons sont clairs, les enjeux sont considérables, on a les diagnostics, il faut le faire. Et mon vœu, c'est que ça va marcher. Patrick Artus, ce sera le vœu de la fin. Oui, mon vœu, c'est qu'on s'occupe beaucoup plus des jeunes. On a vraiment une situation très difficile de tous les systèmes éducatifs, même en Allemagne maintenant, qui va nous préparer des grandes difficultés d'entrée sur le marché du travail pour beaucoup de jeunes. Et donc, c'est vraiment la première priorité, c'est de redresser la capacité des systèmes éducatifs à former convenablement les jeunes et à les amener à un emploi dans un délai raisonnable. Sur les réseaux sociaux. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. On va déjà couper le micro. Merci beaucoup à tous les quatre. Et je vous êtes juste à l'heure pour la prochaine séquence.